Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat comme tous les dimanches, vous le savez désormais, on va revenir sur votre samedi rugby, on a connu plus spectaculaire comme samedi rugby, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, notamment grâce au match de samedi soir entre Bordeaux et Clermont. Et pour l'analyser justement, on retrouve le journaliste qui s'occupe des Girondins pour Midi Olympique, Jérôme Prévost. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et on retrouve également Nicolas Zanardi, notre envoyé spécial permanent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Salut Nico. Salut tout le monde, salut Jérôme, salut Baptiste. Et on commence tout de suite donc avec l'enseignement du week-end. Pas de Jalibert dépendance. Bon, il fallu avoir quand même deux joueurs pour le suppléer à l'ouverture côté bordelais. D'abord Seteny, ensuite Trinduc. Jérôme, comment tu analyses la performance des deux numéros 10 de la soirée d'hier soir côté bordelais? Oulupano Seteny, évidemment, a peiné en première mi-temps. Alors, dans le jeu au pied, il n'était pas au niveau requis. Il a manqué 2 coups de pied placés. On a compris que le poste de numéro 10 pour un match de cette intensité n'était pas tout à fait dans ses cordes. Il y a trop longtemps qu'il n'y a pas joué. Donc, Christophe Furios, en début de deuxième mi-temps, l'a fait glisser au centre et a fait rentrer François Trinduc, 35 ans, qui est un spécialiste du poste d'ouvreur et qui a amené beaucoup de choses dès son entrée. Et je précise que Seteny, dans le jeu courant, a été très bon à peu près tout au long du match. Il ne faut pas confondre les tâches spécifiques de l'ouvreur, notamment au pied, et la qualité de son match offensif. Très bien. Nico, tu es forcément d'accord, l'entrée de Trinduc elle change le match hier. Oui, bah oui, complètement. On se souvient qu'on s'était posé des questions l'an dernier quand Ben Botica est parti. On disait peut-être qu'il va manquer d'une doublure. On a recruté Trinduc pour évoluer à la base. On pensait plus au centre. Et puis effectivement, oui, Trinduc, il a pris ses responsabilités. C'est un ancien maintenant. Il savait ce qu'il avait à faire. Il est rentré, il claque son petit drop. Il a été très précis dans le jeu. Il a bien animé. Il est décisif sur l'essai de Seteny, justement, en passant les bras au départ. Il a failli l'être sur un essai qui est refusé à Romain Buros. Voilà, super entrée. Et je suis aussi d'accord pour dire que Seteny, dans le jeu courant, a fait un très beau match. Le premier essai de Lesbourg, il lui doit à 80%, on va dire. Et puis au-delà de ça, en défense, il ne s'est pas défilé parce qu'il y avait un client qui s'appelle Georges Moala qui l'a pris dans le buffet pendant tout le match. Et rien que pour ça, il mérite notre respect, ce garçon. Oui, c'est ça, 5-6 à la mi-temps, donc, et ensuite l'entrée de François Trinduc qui change le match, comme on disait. Donc, victoire 25-9 des Bordelais. Et comme vous le disiez, je partage votre analyse, Seteny, mis à part les tâches précises de numéro 10, notamment le jeu au pied où il passe au travers. Il fait un excellent match dans le jeu courant. Jérôme, quels joueurs ont été capitaux dans la performance des Bordelais hier, à part ce poste de clé d'ouvreur qu'on attendait? Alors, les avants, globalement, Christophe Furios l'a souligné, ont fait un match extraordinaire, le meilleur match de la saison. J'ai bien aimé la performance de notre Argentin de Bordeaux, Guido Petit, très bon, très bon en touche, très bon contreur. Bastien Vergne-Taillefer, numéro 8 de l'UBB, qui vient d'arriver de Pro D2, a été très actif. J'ai bien aimé Alexandre Rouma à son entrée. Ensuite, Marais a fait Yandré Marais, le match habituel. Jefferson Poirot a beaucoup amené en fin de match quand il est entré. Voilà un peu mes choix. Par contre, pour parler de joueurs que tu connais un peu mieux, Nicolas, côté Clermontois, on n'est pas auteur d'une grande performance hier soir à Bordeaux. Et pourtant, l'équipe était sur le papier attrayante. Les Clermontois avaient fait le déplacement à Bordeaux, pas pour rien. Oui, c'est une grosse déception. Hein. C'est une grosse déception pour eux, parce qu'hormis Camille Lopez qui était blessé et les ailiers qui étaient absents, Penaud et Raka, pour des raisons diverses, on pouvait parler d'équipe type. Voilà, alors Gigi Anran, on sait, n'est pas encore très bien intégré dans sa nouvelle équipe. On voit 2-3 jeux au pied qui ne sont pas vraiment annoncés, sur lesquels les Bordelais ont pu contre-attaquer. Notamment celui sur l'essai de Lesbourg, soit dit au passage. Donc, on comptait beaucoup sur la performance du PAC avec cette deuxième ligne dont on avait beaucoup parlé, Lavanini Vahamaina, dont on pensait qu'elle pouvait apporter une densité, une férocité, enfin quelque chose de supplémentaire au PAC de Clermont qui ronronne depuis quelques mois. Et manifestement, ça n'a pas été le cas, parce que est-ce qu'il faut parler de réglage? Est-ce qu'il faut parler de manque encore d'habitude de jouer ensemble? Je ne sais pas. Le fait est que les Clermontois, ils se sont fait rouler dessus tout simplement à Bordeaux. Ils ont un vrai sentiment, je pense, un vrai sentiment d'infériorité par rapport à la touche de Bordeaux. On sent qu'ils se font des nœuds au cerveau à chaque fois qu'ils affrontent Bordeaux, et ça se ressent, quoi. Et
très vite, ils doutent, ils n'arrivent pas à enclencher des ballons portés. Derrière, Bordeaux leur pique tous les ballons, enclenche des portées qui font 20-30 mètres parfois. Voilà, ils ont été très bons, clairement, dans le jeu au sol, dans les mêlées fermées, dans les mêlées spontanées. Par contre, dans les airs, ils se sont fait manger. Et la clé du match était là, parce que ça a été un match très tactique, avec beaucoup de touches trouvées par les stratèges des deux côtés. Et les Bordelais ont pris l'ascendant là-dessus. Il n'y a absolument rien à redire à leur victoire. Et malheureusement pour les Clermontois, donc ça fait 2 déplacements qu'ils avaient coché, celui à Toulouse et celui à Bordeaux. Et malheureusement pour eux, ça fait 2 déplacements à 0 points. On enchaîne avec la question qui fâche. On va parler un petit peu du 15 de France, car la tournée d'automne arrive. Elle est maintenant dans une semaine avant de défier l'Argentine. Et la question qu'on se pose, c'est celle-ci. Selon nos informations, Grégory Aldrit sera remplaçant ou finisher, comme aime bien le dire Fabien Galtier. Est-ce que vous comprenez ce choix, Jérôme? Est-ce que tu comprends ce choix, Aldrit remplaçant pour les Bleus, alors que c'est peut-être un des meilleurs troisième lignes français? Alors, il n'avait plus été remplaçant depuis 2019, je crois, donc c'est un vrai événement. Ensuite, on me dit que c'est Jelonche qui va jouer à sa place. Exactement. Et de ce point de vue-là, je le comprends, puisque moi, je trouve que Jelonche est un joueur extraordinaire. J'ai revu le premier essai marqué par les Français en Australie, là, je crois que c'est Gabin Villière qui avait marqué lors du premier test. Et Jelonche fait une passe après contact magnifique. Et avec Toulouse, là, j'ai vu des bouts de match, notamment contre Castres, je le trouve très très bon. Donc, moi, je vois ça comme la promotion Jelonche, plutôt que de m'appesantir sur une éventuelle régression de Grégory Aldrit. Ben, là où c'est particulier, je peux me permettre, c'est que Jelon, il ne joue jamais 8 à Toulouse. Il n'a encore jamais. Alors, certes, avec les systèmes défensifs aujourd'hui, 8 et 6, il n'y a pas une grosse différence. C'est juste de ce point de vue-là, à mon avis, qu'on peut parler de petites surprises. Parce que je pense aussi que Fabien Galtier et son staff ont construit quelque chose de chouette en Australie et ils ne voulaient surtout pas pénaliser Anthony Jelon, qui a été admirable là-bas comme capitaine, et le sortir du 15 de départ. Et il faut dire aussi que Greg Aldrit, depuis la fin de saison dernière, patine, parce qu'il a beaucoup joué à La Rochelle, il a beaucoup joué avec l'équipe de France, et ça se ressent. Il a quelque peu manqué sa fin de saison. Il a en tout cas manqué ses finales, notamment celle de top 14, où il sort à la 45e, 50e. Je ne me souviens plus très bien. Il a du mal à redémarrer en début de saison. Alors, il a un style très physique, très direct. Est-ce qu'il a pas été usé par une saison dernière très longue où Victor Vito, l'autre numéro 8, a beaucoup été blessé? C'est possible. En tout cas, on sent il pioche un peu physiquement. Voilà, Jelon est en pleine bourre. Quelque part, le fait qu'il se croise est logique. C'est surtout pas définitif. D'autant que Fabien Galtier veut muscler son banc, comme il l'a dit. Mais voilà, c'est assez logique sur la forme du moment, mais ce n'est pas définitif. Il y a aussi l'argument que je crois que Fabien Galtier a employé à propos des finisseurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'il veut des joueurs qui, dans les dernières minutes, amènent quelque chose. Alors, si j'ai bien compris, les qualités d'Aldrit sont destinées à être exploitées dans les dernières minutes où sa force physique pourrait peut-être amener un surplus. Ça reste des explications qu'on donne aux journalistes pour expliquer ce qu'on n'a pas envie d'expliquer. Moi, je crois que Fabien Galtier et son staff, ils ont envie de mettre les meilleurs sur le terrain d'entrée. D'ailleurs, on le voit avec Jalibert et Ntamak. Si on voulait garder un super banc de finisseurs, pourquoi pas mettre un des deux sur le banc? La logique, elle pourrait être là aussi. Non, ils veulent mettre tous leurs atouts sur le terrain. On sait en plus que Fabien Galtier, il n'est pas adepte du coaching pour le coaching. Très souvent, Antoine Dupont joue 80 minutes, Julien Marchand peut jouer 75 minutes. Ça lui pose aucun problème de ne pas forcément faire rentrer les remplaçants. Donc, je ne crois pas que l'explication elle soit là. Je crois juste que Jelon a vraiment marqué beaucoup de points en Australie, qu'Aldrit a baissé un petit peu, ou du moins est fatigué. Et voilà, leur trajectoire se croise. Rien de définitif encore, mais c'est la vérité à l'instant T, tout simplement. Oui, puis on parle de deux joueurs au niveau similaire quand même quand ils sont à leur top, Anthony Jelonche et Grégory Aldrit. Voilà. L'explication des finisseurs, comme tu le disais, Nicolas, est-ce qu'elle tient ou pas? Voilà. C'est ce qu'on essaie de nous vendre, avoir des joueurs tout au long du match hyper performants. Ensuite, voilà, on comprend aussi qu'aujourd'hui, Aldrit soit remplaçant derrière Anthony Jelonche au vu de son bon début de saison. On va passer à la thématique suivante, les coups de cœur et le coup de gueule. On va commencer avec ton coup de cœur, Jérôme. On revient en top 14 et on va parler de l'USAP. Oui, j'ai choisi de parler de Perpignan qui, selon moi, a fait une performance remarquable en battant La Rochelle 22-13. J'avais vu jouer Perpignan à Bordeaux la semaine dernière. Les Catalans ne m'avaient pas impressionné, mais là, visiblement, j'ai vu un résumé du match. Ils ont été très, très valeureux. Un de leurs joueurs, Taumopo, a marqué 3 essais, un triplé.
Donc, moi, je donne vraiment un satisfecit à cette équipe de l'USAP. Ouais. Et la bataille pour le maintien n'est donc décidément jamais finie avec cette équipe de l'USAP qui confirme qu'elle revient et qu'elle revient bien dans ce championnat. On passe à ton coup de gueule, Nicolas, et on Ouais, va parler des Lyonnais qui, eux, par contre, ouais. ont franchement pas brillé. Ouais, j'avais failli te parler de la pelouse de Toulon, mais bon, vu que je suis pas jardinier, je m'abstiendrai. Mais bon, C'est vrai que c'était quelque soit chose. dit au passage, quand on se targue d'avoir les meilleures installations pour s'entraîner en Europe, avoir un terrain comme ça, C'est terrible. enfin, voilà, je préfère pas m'appesantir dessus. Je dirais des choses pas agréables. Donc oui, je vais parler de Lyon, quelque chose que je connais un peu mieux, parce qu'on a l'impression que cette équipe est retombée un petit peu dans ses travers. C'est trompé stratégiquement dans un contexte très difficile sous la pluie à Montpellier, a voulu jouer beaucoup à la main, a voulu relancer des ballons, a voulu faire des choses qui n'étaient pas possibles de faire ce jour-là, tout simplement, alors que dans le combat, on les sentait plutôt intéressants. Mais voilà, dans la gestion stratégique de la partie, ils se sont clairement trompés et un homme l'a incarné particulièrement. On va me dire que j'en veux All Black, mais c'est Limassol Poaga, Ouais, voilà, exactement. qui démarre Sacré petitement, vieux. hein, qui rate une pénalité importante parce qu'il n'est pas au courant de la règle d'une minute à Paris la semaine dernière, qu'il a effectué un en avant grossier dans l'embut. Alors, certes, on me dira qu'il n'était pas protégé, mais bon, l'en avant, ça reste quand même lui qui l'a fait. Et c'est lui qui a été sous pression tout le match, qui a été mis sous pression par Cobus Renache et qui s'en est jamais sorti. Et voilà, qu'est-ce qu'on aurait dit Un si peu ça avait gag. été un jeune demi d'ouverture français, Mm. n'est-ce pas? Donc voilà, certes, Léo Berdeux qui est rentré après n'a pas fait mieux, sauf que jusqu'à preuve du contraire, Léo Berdeux, il n'est pas encore All Black, il n'a pas le même statut. Et c'est le genre de joueur qu'il doit apporter dans ces matchs-là, même si c'est très tôt, même s'il n'est pas encore intégré. J'estime, moi, de mon siège confortable de journaliste, qu'on est en droit d'attendre autre chose de joueurs comme ça. Voilà. C'est sûr Au qu'on moins dans la gestion stratégique de la partie. on attend beaucoup plus de Guillaume Sopoaga et c'est vrai qu'en 2 matchs, ça fait deux grossières d'erreurs qui coûtent donc 3 points la semaine dernière et là, un essai cadeau pour Cobus Reinach qui voilà, montrait beaucoup plus d'envie que le All Black sur le terrain. Hier, Je veux on le dire. termine l'émission comme toujours avec le prono. Le match, donc évidemment, c'est le match de ce dimanche soir entre le Racing 92 et Toulouse, un choc de ce championnat sans les internationaux, beaucoup d'absents d'un côté comme de l'autre. La paire de centre pour le Racing et beaucoup de joueurs côté toulousain, quasiment une dizaine d'internationaux retenus avec le groupe de Fabien Galtier. Nicolas, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison des Ciels et Blancs? Il est un peu dans la lignée de la fin de saison dernière. C'est pas un secret de dire qu'il manque à cette équipe au moins un gros pilier droit, hein, au moins un 8 de très fort tonnage, même si Johan Tanga fait une super saison. J'aurais pu dire qu'il manquait aussi un deuxième ligne. Ils ont corrigé le tir en recrutant en cours de saison Baptiste Pesanti. Ça manque un peu de densité devant, ça manque un peu de force en mêlée fermée, hein, tout simplement, vraiment dans les très gros matchs. Et pour parler du match de ce week-end, la chance du Racing, c'est évidemment de tomber sur un Toulouse très affaibli, qui n'aura pas Cyril Bay, qui n'aura pas Antoine Dupont, qui n'aura pas Anthony Gelon, enfin on en passait des meilleurs, qui n'aura pas sa charnière tout simplement, donc qui aura du mal à exploiter les présumés points faibles du Racing. Donc je pense que le Racing est quand même moins affaibli, a plus besoin que Toulouse d'une victoire ce soir. Je ne les vois pas se manquer à la maison, honnêtement. Voilà. Très Même bien. si Toulouse a une très belle équipe, hein, aligne une très belle équipe, je crois que, eu égard au turnover, eu égard au changement de charnière, et eu égard surtout à l'enjeu pour les Racingmen qui sont un peu loin au classement, à l'instant T, je ne les vois pas se rater contre Toulouse, contre ce Et donc, Toulouse-là du moins ce soir. cette équipe du Racing, sans la paire de centre, voilà à quoi elle va ressembler ce soir. On ira donc une première ligne Gojigashvili, Chat et Oz, une seconde ligne Jones et Palou, une troisième ligne Diallo, Leroux, Tanga, une charnière Le Garec et Gibert. Ozex, ce sera Taofi Fenoy et Teddy Thomas. Ce n'est pas rien quand même. Au centre, pour combler donc l'absence de Vakatawa et de Ficou, on retrouve Kurt Krebil et Chavancy, ce n'est pas rien non plus. Et à l'arrière, on retrouve Spring. Jérôme, on va parler maintenant des Toulousains. On en parle beaucoup, la performance des Toulousains en début de saison. Ça y est, ils ont perdu il y a 15 jours à l'extérieur, à Lyon. Est-ce que tu les vois perdre une deuxième fois à l'extérieur en ce début de saison? L'information de base, c'est qu'ils seront privés de 11 joueurs. Donc, on peut dire tout est dit, mais moi, je pense qu'une équipe où il y a Pita Aki au centre n'a jamais perdu d'avance. Et je me souviens de la capacité toulousaine à sortir des gros matchs avec des équipes soi-disant mixtes.
il y a une telle culture de la compétition, une telle émulation dans le groupe, une telle culture de l'excellence. Puis je note qu'ils ont Médard à l'arrière, Tolofua est là. Moi, j'adore Mikel, moi, personnellement. Je trouve que c'est un très, très bon numéro 8. Donc, moi, je pense que Toulouse va gagner 20-19. D'accord, très bien. C'est Oh précis. là La là, compo des Toulousains, la voici. Une première ligne, Netti, Cramon, Fomina. Une deuxième ligne avec les 2 tours jumelles, Arnold. Une troisième ligne avec Placine, capitaine. Mikel en 8, comme tu le disais, Jérôme. Et Tolofua en numéro 7. Une charnière Balès, Nana Williams. Aux ailes, Bonneval et Tozin. Au centre, on l'a dit aussi, Pita qui sera associé à Zach Holmes et Maxime Médard à l'arrière. Voilà, donc un match que vous annoncez équilibré malgré toutes les absences toulousaines. Voilà, une courte victoire pour Nicolas et une courte victoire pour je la Jérôme. vois un peu plus large. Non, je la vois un peu plus large que ça, celle du Racing. Ouais, vraiment, parce qu'il y a une grosse différence entre les deux équipes, qui est que Toulouse, sur ses 11 internationaux, n'en a vu aucun revenir. Oui. Alors que le Racing voit Bernard Leroux revenir, voit Donovan Taofifenua, voit des mecs qui vont apporter une plus-value. Alors que les Toulousains, la pire des choses, ils ont perdu Dorian Aldeguerri, qui était censé être le pilier numéro 3, qui a doublé dans la hiérarchie à Marcoussis, Wilfried Nkpata, et qui est resté là-bas. Je pense qu'ils comptaient vraiment beaucoup sur lui pour ce match-là. Ils vont jouer avec 2 très jeunes talonneurs. Alors le jeune Cramon, on l'a vu l'an dernier, il avait été très bon. Là, il y aura un petit nouveau aussi qui sera sur le banc. Voilà. Honnêtement, sur la profondeur d'effectif, je ne vois pas Toulouse prendre le bonus défensif. À noter la présence de Sofiane Guitoun sur le banc. Aussi, son grand retour. Qui n'a pas joué depuis longtemps, si je ne m'abuse. Je le vois bien faire une petite entrée et faire un petit, comment on appelle ça, tchic-tchac dans le dernier quart d'heure. D'accord, très bien, c'est noté. Donc voilà, 2 analyses assez différentes qui montrent que voilà, ce match nous réserve de belles surprises. Ce soir, donc à 21h, entre le Racing et le Stade Toulousain. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Au revoir, merci à tous. Bon dimanche soir de rugby à tous. Bon dimanche. À la semaine prochaine. Au revoir. Et à la suite.